vous avez ce que l'on appelle ici la laine brute. C'est la laine qui vient du mouton. C'est cette laine qu'il faut évaluer dans des grands magasins en Australie. Autrement dit, le négoce, c'est le maillon indispensable entre les éleveurs de moutons, qui produisent donc la laine, et les filateurs et tisseurs. C'était la laine peignée, ça. Ah, ça on le voit, elle est propre. Hein. C'est incroyable quand on voit ça. Elle rentrait, tu vois, à l'état brut, vraiment à l'état brut, hein, dégueulasse. Ouais. Et puis ça ressortait blanc comme la neige. Blanc comme la neige, ouais. Après, tu vois, franchement, c'est une matière noble. Hein. Tout a donc commencé pour ces deux familles par une histoire de laine. Cette laine qui a fait la fortune des deux Wavrins. C'était des secteurs où on gagnait de l'argent. Il y avait le négoce et le peignage de laine s'est développé en France de manière régulière, forte. Et donc les entreprises gagnaient globalement de l'argent. Donc les actionnaires étaient rémunérés. C'était des familles qui avaient les moyens. La Tossé, c'était un petit peu, quelque part, notre seconde famille. Hein. Ouais, c'est vrai. Notre seconde famille. C'est sûr. Du temps où on travaillait, hein, que ça tournait, tout ça, moi, sincèrement, je me souviens que c'était un plaisir de venir travailler. Quand il y avait le week-end, on aspirait que c'était le lundi, tellement que, franchement, il y avait des bons rapports avec les copains, etc. Et puis, Et nous, l'entretien, nous, on travaillait tous les samedis, que ça ne tournait pas, on venait pour... Bouzid aussi, il venait démonter, nous, on graissait les machines. Il y avait du boulot aussi. On était combien de graisseurs aussi? On était au moins une dizaine, à moi. Et tous les samedis, on était payé à 25%. Mais après, ça commençait à... Pour ça, on n'a pas eu se plaindre, c'est vrai. Les négociants, ils travaillaient avec leurs propres sous. Autrement dit, ils étaient techniciens de la laine pour savoir l'acheter, la choisir, et ils étaient, porteurs du stock, donc financiers et banquiers. Donc, ça représentait des masses d'argent considérables. Il y avait un propriétaire, c'était le propriétaire de l'affaire, il était tout puissant. Et il achetait ou vendait, s'il faisait fortune, c'était pour lui, s'il perdait, c'était tant pis pour lui. Mais il n'avait pas peut-être la même responsabilité aujourd'hui vis-à-vis d'actionnaires ou vis-à-vis de son personnel, parce que l'actionnaire, c'était lui. Et puis, c'était vraiment le patron, j'allais dire, il faisait exactement ce qu'il voulait. Moi, on appelait ici les mines du textile parce que parfois, quand vous rentrez à l'entrée là-bas et que vous regardez ici votre copain, qu'il était peut-être à 15-20 mètres, vous le voyez même pas. On aurait dit qu'on était dans le brouillard. Tellement qu'il y avait de la poussière. C'était de la fine poussière, c'était tout des fibres, des fibres qui volaient. Ça volait, tout ça, et puis franchement, on en prenait plein la gueule, comme on dit. Hein. La dynastie de Wavrin devient en quelques décennies une des plus riches de la place de Roubaix-Tourcoing. Les attentes des nombreux héritiers de cette grande famille les conduisent au milieu des années 50 à diviser l'entreprise en deux branches. Quand ils n'étaient pas d'accord, il y avait suffisamment de richesse et de capital pour dire on s'en va chacun de son côté. Il y avait ce que j'appelle des divorces à l'amiable. On apprenait un beau matin que les deux Wavrins s'étaient séparés. Mais on ne se disputait pas publiquement. Dans le textile, on n'élevait pas la voix devant témoins, jamais. On réglait ses affaires entre soi. Je ne dis pas que... il y avait une sorte de compétition, celui qui produisait le plus, celui qui avait les plus beaux bureaux, celui qui avait le plus de personnes, plus de personnel, mais ce n'était pas des conflits publics. Deux nouvelles lignées, soit, mais pour mieux multiplier le capital. Les affaires continuent à prospérer pour les deux Wavrins et du côté de la première branche dirigée par Anselme, les bénéfices tombent. Dans leur peignage de la Tossé, Bouzid, Maurice et leurs copains ne chôment pas encore. À Tourcoing, mon grand-père, mon père voulaient vendre de plus en plus de laine à de plus en plus de clients. Donc une volonté de se développer. Leur bonheur dans le développement. Avant, on était 8 pneus chacun, après on a mis 16 pneus chacun. Au début, 8. Oui. 50% du travail en plus, 50%, c'est énorme. C'est énorme, franchement. Parce que les conditions de travail, c'est vrai qu'elles étaient franchement intenses. Mais le salaire, il n'a pas été augmenté de 50%. Non. Et encore, heureusement qu'on s'est battu pour arracher quelques centimes. Quelques centimes.
Cette branche de Wavrin prospère non seulement dans le textile, mais également dans la distribution, avec notamment 2 sociétés de vente par correspondance créées dans les années 60. Verbaudet, spécialisé dans les vêtements pour enfants, et Willems France dans la jardinerie. La mort prématurée d'Anselme entraîne un nouveau partage entre les 9 frères et sœurs. Dans les familles nombreuses, les garçons, si vous voulez, étaient intégrés dans les affaires. Et puis, les filles, on leur donnait un petit peu d'actions, mais des dividendes, elles n'en voyaient pas beaucoup. Alors, dès qu'il y a un leader qui partait, il y avait quand même une pression assez forte pour que, soit demander des dividendes, soit de vendre. Dans une entreprise, il faut un guerrier à la tête, un marchand de choc, un grand marchand, un type qui vend n'importe quoi à n'importe qui, mais qui sait vendre, qui passe. Le guerrier, c'était Anselme, celui qui est mort prématurément, là. Et beaucoup d'entreprises du Nord ont disparu parce qu'il n'y avait pas de guerriers. Il n'y avait plus de guerriers. La quasi-totalité de l'entreprise est alors vendue dans les années 80 avec un confortable bénéfice. Verbaudet à la Redoute et le peignage de la Tossé à une multinationale américaine. Ah, ils ont fait une opération extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui, ça, ils ont vendu au top. Ah oui, oui, ça, ils sont vendus à un riche, un marchand de tabac, et puis c'est tout. Mais ils ont fait une excellente affaire sur le plan familial. De son côté, Jacques, le leader de la 2e branche de Wavrin, choisit d'investir les importants fonds propres générés par le commerce de la laine dans la création d'un nouveau peignage. La rencontre avec Léonce Després, jeune président de la Chambre de commerce de Béthune, va amener Jacques de Wavrin à quitter Roubaix-Tourcoing, le berceau ancestral de la famille. Il y avait la famille de Wavrin, qui était un grand nom de la vie du textile nordiste, de très beaux hommes, de très belles femmes, et qui avait pour Léonce Després un certain faible. Et il savait que je devais m'attacher à la conversion de la région minière. Et Jacques de Wavrin, qui était un grand bonhomme, était une des grandes figures internationales, puisque lui, c'était un grand négociant de laine. Et donc, il faisait le lien entre l'Australie et l'Europe, et la France. Et quand il a su que j'étais au cœur de la conversion de la région minière, il est venu me voir. Et c'est ainsi que je l'ai convaincu de s'implanter à Auchel. La région d'Auchel tourne à cette époque la page de la mine. Cette reconversion s'accompagne alors d'une multitude d'aides et de primes en tout genre. Léonce Després va savoir jouer de ses amitiés naissantes dans les rouages de l'État gaulliste pour favoriser l'implantation de Jacques de Wavrin dans sa région. Pour créer 580 emplois dans un peignage, il a fallu des investissements très lourds à l'époque. Et ces investissements-là correspondaient aux capacités financières du groupe de Wavrin. Mais il fallait que la charge foncière soit suffisamment d'un prix suffisamment raisonnable. C'est pourquoi l'aide de l'État était décisive, parce qu'on a financé l'aménagement des zones industrielles avec l'argent de l'État. Et ensuite, les banques françaises et la Banque de France nous ont beaucoup aidés. Il y a eu des relations excellentes pour le financement des laines et les opérations de change. Les efforts de Léonce Després et du préfet du Pas-de-Calais permettent à Jacques de Wavrin, dès l'installation en 1963, d'obtenir le maximum des aides. 2,3 millions de francs, soit l'équivalent actuel de 3 millions d'euros. Et c'est ainsi qu'année après année, le moindre investissement justifie une nouvelle subvention. Dans la profession, quand on a appris que Jacques de Wavrin voulait faire un peignage à Auchel, avec les primes y attachées, c'était pas la panique, mais enfin la grande colère, etc., etc. Et je dis pas qu'il a eu son peignage pour rien, mais il l'a pas eu pour cher. Léonce Després finit par être récompensé de tous les efforts fournis auprès de ces grands industriels. Il conquiert ainsi, sous la bannière RPR, la place de maire, puis le mandat de député du Touquet-Paris-Plage, la ville de villégiature, entre autres, de grandes familles du textile de Roubaix-Tourcoing.
La famille de Wavrin achète même la villa voisine de celle de leur bienfaiteur. C'était un promoteur, c'était vraiment un novateur, et je l'ai encouragé avec passion. Et nous sommes devenus de grands amis. Et ça m'a amené justement à proposer à l'épouse de Marc de Wavrin, qui était la belle-sœur de Jacques de Wavrin, de devenir conseiller municipal au Touquet, quand j'étais jeune maire du Touquet. Quelques 20 ans plus tard, de nouvelles réglementations en matière d'environnement amènent les de Wavrin à se tourner une fois de plus vers la collectivité publique. Les eaux de lavage de la Laine sont en effet déversées depuis la création du peignage dans une lagune située sur la commune voisine de Burbure. Une colonne d'épuration de ces eaux est alors mise en place. C'est l'agence de l'eau du bassin Artois-Picardie qui, avec les redevances que payent tous les usagers, donc les usagers, les populations, sur leur redevance d'eau, payent une taxe de pollution, et en fait, ils ont bénéficié de cet argent, donc de l'État, pour financer leur colonne, et c'est une subvention de l'ordre de 50%, si mes souvenirs sont bons, et tout en continuant à polluer. C'est quand même extraordinaire. Malgré l'installation de cette colonne, des eaux de lavage du peignage ont continué à être déversées dans la lagune de Burbure. Plusieurs études officielles réalisées dans les années 90 viennent confirmer cette pollution. Je mets autour de la table tous les services de l'État pour voir un peu comment on peut traiter cette histoire de la lagune. Et là, j'ai vu dès le départ un blocage de Wavrin, avec la menace sur l'emploi. Si vous nous chagrinez un petit peu trop sur cette affaire, nous on ferme. Il n'est pas étonnant alors que la lagune de Burbure soit aujourd'hui un des sites les plus pollués de la région Nord. Après la fermeture du peignage en 2006, les de Wavrin ont laissé en effet le site en état, à charge pour la collectivité de trouver une solution. Au début des années 60, Jacques de Wavrin choisit de s'installer ici, dans la région des Mines, pour bénéficier des primes à la reconversion, mais également pour trouver une main-d'œuvre abondante et bon marché. Daniel Laloyer, comme Bruno Brahms et Patrick Calonne, tous fils de mineurs, ont durant plus de 30 ans croisé le chemin des de Wavrin. Les gens, ils ont toujours été courageux. Il y avait que ça, pour ainsi dire, dans la région. C'était la seule usine qui tournait à fond. Beaucoup sont arrivés là jeunes, en sortant de l'école, 18 ans, 19 ans. C'est vrai que l'usine a duré à peu près le temps d'une vie de travailleurs. Donc les gens arrivaient ici, ils n'avaient pas de métier, ils n'avaient pas de formation, ils n'avaient pas de niveau intellectuel important. On leur a expliqué une semaine, 2 semaines selon l'ouvrier, on va dire. Puis comme c'était au départ, payé un peu plus que la moyenne, avec quelques avantages comme les douches et tout, alors que tout le monde, ça n'existait pas partout. C'était bien. Donc ils avaient trouvé le personnel vraiment ce qu'ils voulaient, quoi. Nous avons trouvé là une main-d'œuvre remarquable, courageuse, consciencieuse, et les ouvriers contremaîtres des mines, de la région des mines, c'est-à-dire au Shell, ont vite appris ce métier et l'ont fait aussi bien que leurs collègues de Roubaix-Tourcoing. Quand M. de Wavrin venait à l'usine, il fallait que tout soit nickel. Il fallait pas de poussière. Fallait d'abord, c'était marqué sur le tableau, dans chaque bureau, c'était marqué visite de M. de Wavrin à tel jour, à telle heure. Et alors là, les chefs allaient voir tout le personnel, en plus du boulot bien sûr à faire. Surtout, il fallait tout balayer, il fallait que ça soit nickel. C'était pas un patron, c'était pas n'importe quel patron, on va dire. C'était l'esprit je dirais presque, du catholicisme social. C'était des patrons qui n'étaient pas obsédés par l'argent. Ils étaient obsédés par la volonté de créer et ils avaient un esprit d'ouverture sur les gens modestes. On avait un bon salaire par rapport à ailleurs, vu que il y avait une petite prime et puis on était un petit peu au-dessus du SMIC. Donc c'était pas négligeable. Mais bon, en fait, on n'avait pas beaucoup de choix, il fallait travailler là. Donc, Ce qui fait que le personnel des mines, en réponse, ils apportent
toute leur bonne volonté, toute leur énergie pour que ce pari réussisse. Et dans la mesure où il y a ensuite un partage équitable des bénéfices, ça encourage tout le monde à encore améliorer prix de revient, qualité, etc. On rentre dans la spirale du succès. Très vite, la spirale du succès passe par une utilisation maximum des outils de production. Bruno Dauchy entre à Auchelenne en 1985 et découvre avec sa famille toutes les subtilités de l'aménagement du temps de travail. Ah, les horaires, c'est long à vous raconter, j'ai fait tous les horaires possibles. Au début, tu as quand même commencé par un horaire qui n'était pas fort intéressant. Non, au départ, je faisais 17h45, minuit. Donc pour les sorties, c'était avant. Avant 18h. Avant 18h, donc il fallait rentrer vite fait pour partir travailler. Surtout le samedi. Ouais, c'était pas évident. Bon, bah, moi, je rentrais à 20 ans. Donc, jeune marié à l'époque. Cette question de l'aménagement du temps de travail débouche sur 2 textes concoctés par des gouvernements de gauche comme de droite. La loi Delebart en 1986 et la loi Seguin l'année suivante. Jacques de Wavrin va pleinement tirer profit de ces nouvelles dispositions et enclencher pour Bruno Dauchy et ses copains une valse des horaires. On faisait une nuit, une après-midi, 2 repos. Après, on partait 3 matins, 3 après-midi. 6h midi, midi 6h, 6h minuit, et minuit 6h. 365 jours sur 365. 6, 12, 12, 18, 18, 24, 24, 6. Et il y avait les autres personnes qui venaient travailler, eux ils faisaient 8 heures, donc ils faisaient 3 fois 8. Donc ils arrivaient 2 heures avant que nous on parte. On a fait 2, 4 repos. Après on a fait des semaines complètes de nuit, des semaines complètes du matin et des semaines de l'après-midi. Mettons, tu finissais le samedi à midi parce que tu avais été du matin, mais tu reprenais la semaine d'après, tu étais de nuit. Donc là, il fallait reprendre le dimanche à minuit. Les horaires normaux, ils démarraient le lundi matin, quoi, 6h du matin, mais jamais le dimanche à minuit. Hein. Surtout le dimanche minuit. Il y a eu les 2-2-2 aussi. Alors là, il fallait changer tous les 2 jours, il fallait changer de poste. C'était de matin, de après-midi, de nuit. Bon, il y avait des repos aussi, mais bon, les repos, tu dormais. J'avais quoi, une petite semaine de repos, même pas. Au bout de 2 jours, c'était déjà le téléphone qui sonnait, donc on repartait là-bas. On se retrouvait plus. D'abord, ils faisaient des feuilles aux gens. Ils disaient aux gens, bah, mettez ça au-dessus de votre lit parce que pour savoir à quel poste vous allez être le lendemain, parce que il fallait changer de poste tous les jours presque. Mettons, tu étais du matin, le lendemain, il fallait partir d'un autre poste. Donc les gens, les gens, ils n'arrivaient pas à travailler parce que oh, bah, je me rappelais plus, il fallait rechanger. C'était tellement, ils avaient trouvé des horaires vraiment. Le chef d'entreprise a intérêt à l'aménagement du temps de travail parce que c'est vrai, ça lui permet de moduler son activité en fonction du marché et c'est souhaitable pour les entreprises françaises. Les travailleurs, les salariés, ont intérêt à l'aménagement du temps de travail à condition qu'ils puissent le maîtriser parce que c'est une plus grande liberté de l'organisation de leur vie personnelle. Ah bah la vie de famille, elle suit la vie de famille. Hein. Tu manges pas avec tes gosses, tu manges pas avec ta femme, t'as plus de vie de famille. Hein. Les postes qu'on a fait, t'as pas de vie de famille. Hein. Ah, c'est pas évident. Hein. Quand vous faites un poste décalé, c'est pas évident pour tout. Même pour les gamins, c'est pas évident. Mon papa était à la retraite au moment où j'ai eu Claire à peu près. Donc c'est lui qui s'est beaucoup occupé de venir à la maison pour tant qu'elle se réveille. Ou bien c'est eux qui l'ont élevée en fait. Par la suite, on faisait contre-poste pour s'occuper des gamins. Ah, elle était de l'après-midi, moi j'étais soit de nuit, soit du matin. On était toujours décalés. Bon, on s'arrangeait comme ça au départ. Grâce au choix de la flexibilité des horaires, Jacques de Wavrin augmente la rentabilité de l'entreprise familiale. Dans ce document produit en 1992 par un organisme de financement des entreprises, la FINORPA, il est précisé que les bons résultats permettent de distribuer depuis 1988 entre 25 et 30 millions de francs, soit environ 7 millions d'euros actuels de dividendes par an pour la famille de Wavrin. Malgré la flexibilité, le coût du travail reste pour les de Wavrin toujours trop élevé. Ils choisissent alors de fermer le peignage pour pouvoir le délocaliser à l'étranger quelques 40 ans après son installation dans le bassin minier. À peine le temps d'une vie de salarié
Et revoilà Auchel et ses habitants à la case départ. Le peignage d'Auchel, ça a été le dernier en activité et nous avons arrêté en 2006. Malgré que nous ayons le meilleur prix de revient européen, je peux dire, nous avons été forcés d'arrêter parce que pendant 4 ou 5 ans, des pertes très importantes nous ont amenés à prendre cette décision extrêmement pénible. Personne ne pouvait croire dans la région que le peignage d'Auchel, qui avait une telle réputation, pourrait arrêter un jour. Donc ça a été un grand choc dans la population et dans le personnel. Peut-être qu'il y en a, ils avaient tellement gros sur le cœur qu'ils n'avaient plus la parole, qu'ils n'ont pas dit au revoir. Faut pas leur en vouloir non plus, hein, faut pas... Mais enfin, ça fait bizarre, hein. On dirait que... Bon ben, on n'a plus rien à faire, c'est fini, bon ben, au revoir, merci. Mais la direction n'est même pas venue dire au revoir, ni rien du tout. Hein. Ce jour-là, on n'a vu personne. Hein. Ah non. On n'a pas eu de merci de la direction, on n'a rien eu. On est parti comme si vous quittez votre boulot au matin, c'était tout. Hein. Ça c'est un jour, bon ben... C'est mortel, hein, c'est dire au revoir à une vie, pour ainsi dire. Dire au revoir à ses copains, tout ça. Bon, ben, c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier, ça. C'est la mort d'une usine, c'est... faut le voir pour... Et nous avons vu, comment dirais-je, le personnel qui a travaillé jusqu'au bout pour assurer toute la production dans les derniers mois et qui ont laissé toute l'usine dans un état de propreté impeccable, bâtiments et machines. Nous avons été vraiment très sensibles à ce comportement. L'avenir de l'industrie textile se déroule désormais ailleurs qu'en France. Et les deux Wavrins savent anticiper. Pas de dépôt de bilan, ni de fuite en avant. L'acte de fermeture répond avant tout à une logique économique. Il y a eu les pays de l'Est, comme la Bulgarie, qui sont venus encore baisser les prix. Ensuite, il y a eu l'Inde qui est venue. Et petit à petit, les firmes n'ont pas pu suivre et ont dû arrêter les uns après les autres. On nous disait, ouais, mais tu sais, en Bulgarie, ils ont 1 euro de l'heure, il n'y a pas d'heure de nuit, il n'y a pas d'heure de dimanche, il n'y a pas d'heure de samedi. Toutes les heures sont payées pareil, c'est 1 euro. Tu t'intervalles de nuit, de jour, de dimanche ou du lundi, c'est 1 euro. Donc on ne peut pas lutter, c'était normal. Pour eux, c'était normal. Il fallait faire entrer dans la tête des gens que bah, c'était normal. 40 ans après, l'histoire se répète. Le nouvel Eldorado, comme autrefois Auchel, est en pleine restructuration et rongé par le chômage. Le pays choisi, la Bulgarie, est en effet le plus pauvre d'Europe. Et le salaire minimum peine à atteindre les 150 € par mois. Je crois qu'avant tout, c'est la main-d'œuvre bon marché qui les a attirés ici. Puis ils ont cherché une petite ville tranquille, comme la nôtre. Et quand ils se sont installés, vu le taux de chômage dans la ville et le niveau des salaires, ça leur a permis de fixer des salaires très peu élevés. Et comme à Auchel, les ouvriers n'ont guère de choix et préfèrent se faire discrets sur leurs conditions de travail. Comment dire? Les gens ont peur et moi je les comprends. Je les comprends car la situation économique en Bulgarie n'est pas encore très stable. Dans la région, c'est difficile de quitter son travail, de déménager, de chercher un autre moyen de subsistance. Les gens qui veulent garder leur travail, qui veulent rester, ne parlent pas de peur de perdre leur emploi. C'est comme ça. C'est la peur de perdre son travail et son salaire. Et il est certain que le fait d'avoir été là-bas nous a ouvert un petit peu les yeux parce que tout n'est pas rose.
la main-d'œuvre n'est pas formée. Il faut envoyer de l'encadrement français là-bas avec tout ce que ça comporte comme frais supplémentaires et comme inconvénients aussi. Contrairement à ce qu'on pensait, on a eu pas mal de difficultés à trouver du personnel valable. La main-d'œuvre locale, il faut pouvoir communiquer avec elle. C'est pas évident du tout. Les problèmes de pollution ou de dépollution plus exactement qui sont encore plus stricts qu'ici en France. En Bulgarie comme à Auchel, les peignages polluent. Lorsque le permis a été attribué pour le lavage de la laine, on n'a pas pris en compte les contraintes des eaux usées et de leur rejet dans la rivière. Par ailleurs, il y a aussi la pollution avec des oxydes d'azote, de soufre, d'ozone et d'ammoniac. Ce sont des gaz... Ce sont des gaz qui se dégagent lors du traitement de la laine. Cela nécessite des installations chères dans lesquelles il faut investir. Mais peut-être que l'entreprise française n'a pas voulu investir. C'est plus facile d'installer une activité industrielle nuisible à l'environnement dans une région où il y a beaucoup de main-d'œuvre, où les gens manquent d'informations, où les gens ont des milliers de problèmes économiques à régler. Il y avait un petit peu un problème d'odeur, il y a la population qui était là quand les vents portaient vers la ville qui se plaignait. Du coup, il y a eu un arrêté on était obligé d'arrêter le lavage pendant cette période-là. Donc, encore une fois, l'herbe n'est pas sensiblement plus verte ailleurs. Regardez, ils l'ont construite à 100 mètres de ma maison. Natacha et Androv n'apprécient pas vraiment ce problème d'odeur. Ils ont le malheur de posséder leur maison tout près de l'usine, comme des centaines d'habitants. Moi j'ai de l'asthme, et mon mari aussi. On est tous les deux malades. Et voilà, écoutez, il s'étouffe à nouveau. J'utilise des inhalateurs, ça siffle quand je respire. Je m'étouffe aussi. Et le matin, quand on ouvre les fenêtres, ça sent très fort. Je suis une Bulgare, je suis née ici. Je voudrais que mes petits-enfants puissent y vivre aussi, que mes arrière-petits-enfants puissent respirer de l'air pur. Les produits utilisés pour laver la laine, qui sont émis dans l'air, ils sont dangereux. Je le sais, je n'ai pas une formation scientifique, je suis quelqu'un de simple, mais l'air que je respire, je le comprends. Les jeunes arbres meurent, surtout les cerisiers, même les plus résistants. Regardez, là ils les ont enlevés. Ils ont mis des jeunes arbres à la place. Et là-bas aussi, tout est sec. Ils commençaient à bourgeonner et ils ont été comme étouffés. Le dioxyde, quand il s'élève et se mélange à l'humidité, ça devient acide. Et quand cette acidité retombe, ça brûle tout. C'est ce qui s'est passé pour ce cerisier. C'est à cause de cette acidité. Mais dans le secteur du textile, comme dans tant d'autres, la course au bas salaire n'a pas de fin. En août 2008, le peignage de Bulgarie ferme à son tour et les 150 salariés sont licenciés. La laine se peigne désormais en Chine. L'arrivée alors des Chinois, depuis 4 ou 5 ans, ça portait le coup décisif, car le rapport de salaire est de 1 à 18. Dans une industrie de manœuvre, il est impossible de lutter. Les Chinois, leur première préoccupation, c'est pas de récupérer proprement les eaux. Donc il y a une concurrence sur les salaires qui est épouvantable, et il y a une concurrence aussi sur les conditions de production, où dans ces pays-là, on se moque totalement de l'état des cours d'eau, de la poussière et des conditions de travail des ouvriers. À Auchel, après la fermeture du peignage, les ouvriers entament une nouvelle vie plus fragile que l'ancienne. Bruno Dauchy a évité le chômage. Son âge, 41 ans, a très certainement joué en sa faveur. Redresser sa tête, on y arrive toujours. Mais après, c'est de retrouver du travail, se relancer surtout. C'est pas évident. Faut cravacher, comme on dit. Mais bon, c'est usant quand même. Il faut toujours frapper aux portes, prouver qu'on sait faire quelque chose. C'est pas évident. On a l'impression qu'on repart de zéro, quoi. Donc, bon, je suis allé dans plusieurs entreprises, mais on me disait toujours manque d'expérience.
Bon, après, je suis parti travailler sur les routes. Voilà, il n'y avait plus trop de travail, donc je suis parti comme intérimaire. Mais bon, entre deux, il fallait retrouver quelque chose. J'ai retrouvé quelque chose. Et maintenant, je suis à un CDI. T'as quand même 130 km par jour pour aller-retour? Un peu plus. 130 lever 6 heures, rentrer 6 heures, 18h, 18h30. Mais bon, il faut faire des sacrifices dans la vie. À Roubaix comme à Auchel, les De Wavrins ferment une à une leurs entreprises pour réinvestir ailleurs ou dans d'autres activités l'argent ainsi libéré. Messaoud Zouareg a été licencié en 2001 après l'arrêt de sa filature. Il avait alors à peine 45 ans et 27 années d'usine. Quand l'entreprise a fermé en décembre 2001, au niveau des reclassements, il n'y a aucun salarié qui était reclassé. Bon, alors, le montant des choses, c'est bon. Aller à la CIDIC, s'inscrire et voir ce que la PE propose. Au niveau de... Et comme certains ont toujours travaillé dans le textile, et la PE, par exemple, pas d'autres qualifications comme moi, c'est un peu difficile. Et surtout pour certains âges. 7 ans plus tard, Messaoud se retrouve à sécuriser la sortie des écoles primaires de Roubaix. Entre deux, il n'a jamais plus retrouvé de travail. Il y avait un câble de reclassement pour trouver, quand j'étais encore plus jeune, 45, 46, faire une formation comme plombier ou électricien. J'ai jamais eu de réponse. Ni oui, ni non. L'entreprise, elle n'avait pas à quoi de fermer l'entreprise. Elle avait de l'argent, ils pouvaient continuer. Et leur fermeture n'était pas forcément reconnue. Mais le problème, c'est que c'est le groupe de Wavrin qui finançait. Et eux, ils ne voulaient rien savoir. Ils voulaient absolument fermer l'entreprise. Ça énerve parce que là, je fais 26 heures par semaine, donc le salaire n'est pas assez important. Et par rapport à où je travaillais avant, on le ressent largement. Et comme j'ai vu des autres salariés qui étaient licenciés, qui se battaient pour trouver un emploi, il y en a que bon, et certains qui trouvaient. Bon, il y en a certains qui ne trouvaient pas, qui se trouvaient dans la détresse et tout. Je ne suis pas le seul, mais malheureusement, il y en a plein comme ça. Messaoud n'est pas seul à être dans cette situation. Dans le quartier voisin, Areski, après ses 30 années dans le textile, sécurise lui aussi la sortie des écoles pour le compte d'une association liée à la mairie. Et nous, si on est rentré dans cette association, c'est pour avoir un but et un avenir quelque part, après par la suite avoir un emploi, mais je crois qu'on n'aura rien du tout. C'est ça le problème, on va retourner comme au textile. Une fois qu'on a quitté là, on se retrouve à la NPE. Le problème, c'est que nous, les trois, là, on est qualifiés au niveau dans les entreprises textiles. Et comme ici, dans les environs, des textiles, il n'y en a pas. Ils sont tous perdus. Mais ça, c'est le textile qui nous a bloqués. Parce que quand tu as fait 30 ans de textile, comment tu veux te recycler après? C'est trop tard après. Comment tu veux faire une autre formation? T'arrives pas. Il est trop tard. Nous, on a un âge quand même assez vieux. Quoi. Et si, il faut être logique. Pour le système, on est plus productif. Il ne faut pas nous prendre pour des... Pour des billes. Moi, j'étais avec la NPE, j'ai été présenté à des patrons, ils m'ont dit non, on peut pas te prendre, malgré que tu as tes diplômes. T'es trop âgé, peut te former, il est trop tard, on peut faire prendre un petit jeune. Je le comprends. C'est parce que c'est con, je vais dire le mot c'est con, c'est qu'on a déjà cotisé avant d'être en retraite. Avec tous nos 30 années de travail qu'on a travaillé, on a déjà cotisé. Et pour en arriver où? Bientôt à la NPE. Nous, on n'a jamais demandé ça. Laisse-nous finir notre vie, qu'on continue nos points tranquillement. Mais là, où qu'on va aller les chercher maintenant le restant? Qui manque? Quand vous allez à la NPE... Moi, s'il manque 10 ans, je vais les avoir où? Je les aurai jamais. Bien sûr, bien sûr. Jamais. Et pourtant, j'ai trimé toute ma vie, mais je les aurai jamais. On ne peut pas non plus se lamenter sur le passé. Le devoir maintenant de ceux qui sont dans la vie active, eh bien, c'est de trouver des nouvelles voies. Et c'est ce qui a été largement fait dans le nord de la France. L'autre branche de Wavrin, dirigée aujourd'hui par le fils d'Anselme, a justement emprunté une de ces nouvelles voies, la vente par correspondance.
Et ici, à Willems France, comme ailleurs, la précarité remplace peu à peu la stabilité des contrats de l'industrie du textile d'antan. Blaise Verbrouve, employé depuis 22 ans, mesure la fragilité de son statut. Les contrats saisonniers, c'est des gens qu'on rappelle à chaque saison, c'est-à-dire entre janvier et fin avril pour certains ou fin mai pour d'autres. Et après, on n'a que des contrats intérimaires, c'est-à-dire si on a 50 à 60 saisonniers, on a le double, on a un intérimaire. C'est-à-dire l'entreprise se sert justement du marché de l'intérimaire, comme ça quand il y a une baisse au niveau commande, on remercie d'office les intérimaires. Et maintenant, ils incitent les intérimaires à faire encore mieux que les contrats maison. Comme ça pourra permettre de dire aux contrats maison, vous avez vu, les intérimaires, eux, ils font plus que vous. Comment ça se fait qu'on vous garde encore? Avec la sous-traitance, les Devavrins inaugurent de nouveaux types de contrats précaires. Catherine travaille dans un centre d'appel téléphonique pour le compte de Willems France. Son CDI de 100 heures annuelles cumule temps partiel et flexibilité. Alors en fait, on ne sait pas combien d'heures on va faire chaque semaine. Celle-là, on lui met 25 heures, celle-là, on lui met 30 heures. Mon plus bas salaire a été de 264 € par mois. Et le plus haut, ça doit être 870 €. C'est vrai qu'il faut être flexible, certes, mais un salaire flexible, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas vivre avec. On ne peut pas faire de projet. Projet à long terme, c'est impossible. Donc j'imagine si mon ami avait aussi ce genre de contrat, qui pourrait très bien se développer à l'avenir, comment on vivrait? C'est impossible. C'est impossible. Donc si j'étais seule, comment je ferais? Pour être, j'allais dire, devenir industriel aujourd'hui, il faut vraiment... je pense qu'il faut vraiment être fou. Hein. Être fou parce qu'il y a des contraintes extraordinaires, en tout cas en France. Je vais dire que si mes aïeux avaient quasiment le droit de vie ou de mort sur leur personnel, enfin j'exagère bien sûr, j'allais dire, le balancier est passé complètement de l'autre côté. Et maintenant, ce sont les syndicats qui ont le droit de vie ou de mort sur l'entreprise. Parce que ils ont des droits qui dépassent tout entendement. Et donc, si vous voulez, ça tue les vocations, quoi. C'est plutôt pour échapper à une fiscalité plus contraignante que les héritiers des deux branches Devavrins ont choisi d'installer leur demeure dans la Belgique voisine. Anselme, le fils du fameux guerrier Anselme mort trop tôt, a trouvé un petit château en Wallonie et gère ainsi les confortables dividendes que lui rapporte Willems France. Christian, le fils de Jacques, lui, est allé près de Gand, dans un quartier cossu. Outre le négoce de la laine qu'il continue à travers le monde, Christian a orienté le groupe de son père dans de nouveaux secteurs plus lucratifs aujourd'hui comme la cosmétique ou l'immobilier de tourisme. Ils sont à ce titre les dignes représentants de la grande famille des Devavrins. Alors en ce qui concerne mes propres enfants, j'ai deux garçons qui ont créé tous les deux leur entreprise. L'un a créé une petite chaîne de magasins de prêt-à-porter, de vêtements pour hommes, à Paris et à Lille, et un autre a créé un commerce de matériel d'occasion pour l'agroalimentaire. Mes frères, c'est l'affaire Pomonao. Surcouf, c'est un fils de mon frère qui a été chez Pomonao. Il y en a un qui a créé une affaire d'alarme qui emploie 100 personnes aujourd'hui. Il y en a un qui a créé une affaire de service informatique qui emploie maintenant 40 personnes en 8 ans de temps, chacun selon ses goûts, ses capacités. Mais je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui est issu du monde de l'industrie ou du commerce de créer une entreprise que le fils d'un docteur ou d'un architecte, hein, je pense. Il y a quelque chose dans les gènes, sûrement. Sûrement. Pour les enfants des ouvriers du textile, l'avenir ne se présente pas de la même manière. Héritiers de l'infortune de leurs parents, ils ont entamé leur jeunesse dans des établissements scolaires transformés en ghettos. Ici, à Roubaix, 5 collèges sur 6 sont classés ambition réussite, ce qui signifie, dans le langage de l'éducation nationale, dans des collèges relégués socialement. C'est justement dans un de ces collèges que Fatah, le fils de Messaoud Zouareg,
a fait sa scolarité. En 2001, il a 15 ans quand son père est licencié par les de Wavrin. Pour me décrire brièvement, donc, moi j'étais, comme disait Madame Sinoussi, élève à Jean-le-Bas. Donc j'ai eu un parcours assez, on va dire, plus ou moins simple. Donc après le collège, j'ai fait un BEP compta à Émile Zola. Juste après, j'ai suivi BEP compta, bac pro compta, et après, Et quand tu étais au collège, tu voulais faire quoi comme métier plus tard? Moi, mon rêve, c'était d'être prof, mais en ayant suivi une filière pro, ça me semblait difficile, mais bon. Prof de quoi? Prof d'histoire, pourquoi pas. Mais on va dire que le système ne va pas vous faciliter la tâche, quoi. Quand ton père il a été licencié, est-ce que ça a touché tes études? Mais c'est clair que quand on perd son travail, ça devient difficile. Donc c'est ce qui m'a poussé à commencer à travailler, donc c'est pour ça. Et donc j'ai essayé de faire au maximum. Mais il y arrivait parfois où j'arrivais, les cours de 8 heures, je les loupais. Souvent les cours de 8 heures, quand je commençais à travailler, je les loupais. La situation professionnelle d'un parent, de quelle manière est-ce que ça peut avoir des conséquences? Mon père il a été licencié l'année dernière. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de... En fait, mon père était perturbé, il devait trouver du travail parce que c'est pas facile à son âge. Et puis c'était difficile. Et puis finalement on a déménagé. Et ça a eu quelles conséquences sur ta scolarité? J'ai redoublé. Fata, comme la quasi-totalité des adolescents qui fréquentent ces collèges Ambition Réussite, est issue d'un milieu dit défavorisé. Durant toutes les années de notre histoire, ces collèges ont fait la une de l'actualité pour des faits de violence. Pour y remédier, Éducation et Police nationale ont signé à Roubaix un partenariat. C'est ainsi que Luc Devert, un des policiers référents, est appelé régulièrement par les principaux des collèges quand survient un incident. Bonjour. Oui. Bonjour. Monsieur Devert. Bonjour jeune homme. J'ai pas entendu. Bonjour. Bonjour. Je présente Monsieur Devert. Bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Devert est officier de police. Bonjour monsieur. Merci. Bon, tu vas nous rappeler ce qui s'est passé, dans le détail. Alors en fait, Madame Bastien est partie vers Younes. Et après à ce moment-là, j'avais une pièce de 2 centimes et j'ai visé Madame Bastien. Donc tu as pris une pièce de 2 centimes. Et tu as visé Madame Bastien. Et tu dis ça comme ça, froidement, devant Madame Bastien. J'ai visé Madame Bastien. Tu peux expliquer pourquoi tu l'as visé? Tu lui jetterais une pièce de 2 € à ta maman? Non. 2 centimes d'euros. T'imagines un peu ce que ça fait? Oh, je pense que c'était un jeu. Un jeu toi tout seul? Non, les élèves de la classe. Entre les élèves de la classe? Et le but du jeu c'était de m'atteindre? Non, c'était quoi le but du jeu? Faut que tu répondes. Non, c'était pas faire perturber. Je dis pas que t'es le seul, hein. Personne ne dit que t'es le seul. Mais en attendant, tu es le seul à avoir touché Madame Bastien dans l'œil. Et si elle avait perdu un œil, qu'est-ce que tu aurais dit? Oh, je m'excuse, madame. Ça se passe pas comme ça, hein. Ça se passe pas comme ça. Au niveau de la loi, Monsieur Devert doit t'expliquer ce qui s'est passé aussi. Mais avant de continuer, quand même, j'aimerais que tu aies un petit mot sincère envers Madame Bastien, qui courageusement est revenue travailler aujourd'hui. Je vous présente toutes mes excuses, Madame Bastien. Tu la regardes dans les yeux. Je vous présente toutes mes excuses, Madame Bastien. Ben moi, je voudrais quand même te parler un petit peu de ça, ce qu'on appelle le code pénal. Ça, ce sont les lois. Ce que tu as fait, c'est considéré comme un délit. Il faut savoir qu'un délit, c'est passible de prison. Donc ici, ce que tu as fait, c'est quand même assez grave, hein. Ce sont des violences volontaires. Il faut savoir que sur cet article-là, le 222-13, ce sont des violences aggravées. Pourquoi? Parce que c'est sur Madame Bastien, qui est considérée comme personne chargée de mission de service public. Et en plus, ça s'est passé dans un établissement scolaire. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Hein, tu vois, là, il y a 2 cas en plus. C'est sur une personne chargée de mission de service public, plus dans un établissement scolaire.
Et là, c'est plus cher. Là, c'est une mutilation. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Mais non, mais là, tu sais, là, tu y es. Hein. T'as fait des bêtises, tu vas devoir payer, c'est normal. Et je voudrais vraiment que tu comprennes que le fait de jeter quelque chose sur quelqu'un risque de le mutiler, surtout dans un œil. Et je voudrais surtout que tu aies compris ça. Mais de toute façon, malheureusement, on se reverra. Parce qu'après, tu vois, il y a la sanction scolaire, c'est une chose, et ensuite, il y a la sanction pénale. C'est pas moi qui vais décider hein, de la sanction pénale. C'est pas moi qui vais décider. C'est la justice qui va décider. Moi, je suis là simplement pour transmettre ce que tu as fait. Et tu visais l'œil quand tu as lancé la pièce? Comment, monsieur? Tu visais l'œil de Madame Vostine quand tu as lancé la pièce? Non, j'ai visé comme ça et je vais pas la toucher l'œil à Madame Vostine. Bon. Sur sa scolarité, monsieur le professeur principal, il a des gestes violents parfois? Il n'a jamais eu de gestes violents, ni oralement, ni d'autres types envers ses camarades, ni envers ses professeurs. C'est juste qu'il est constamment hyperactif, il n'arrête pas de bouger sur sa chaise. Et c'est vrai qu'il a, dans certains cours, tendance à lancer quelques petits projectiles. Ça arrive quelques fois. Mais à part ça, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de gros problèmes avec. Est-ce que tu trouves ça normal que tu sois convoqué au conseil de discipline? Non. C'est pas normal? Si, c'est normal parce que j'ai fait un acte que je devais pas faire. Alors si maintenant tu te rends compte, pourquoi tu l'as fait avant? Tu pensais que rien n'allait t'arriver? T'as pensé aux conséquences au moment où t'as fait ton geste? Pourquoi tu es à l'école? À quoi ça sert l'école? De travailler. Travailler. Travailler pour quoi faire? Pour réussir dans sa vie plus tard. Pour réussir dans sa vie plus tard. Jusque-là, c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie plus tard? Boulanger. Pardon? Boulanger. Boulanger. Quand tu vas rendre l'argent à tes clients, tu vas leur acheter les pièces? Non. Mais ce que tu as fait est tellement grave. Et tu vas à la loge. Et tu restes à la loge. Oui. On peut employer le mot humanisme. Il y avait un humanisme chez les industriels de Roubaix-Tourcoing. Ils étaient attachés à leur personnel. Il y avait vraiment quelque chose. Un exemple. Il y a un filateur. Il a fait les démarches et a obtenu, gain de cause, pour qu'une ouvrière de son usine obtienne la Légion d'honneur. Parce qu'elle était la doyenne des médaillés, des médaillés du travail de France. Bon, mais ça vous montre quand même, c'est un exemple qui vous montre le souci humain de ce genre d'industriel du Nord. On n'entend pas, c'est pas un cas fréquent. Hein. Comme ça, ou comme ça, ou encore comme ça, voire même comme ça. La culture, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est constamment comme ça! Ça s'adresse aux gens comme vous et moi, aux simples gens qui n'ont pas forcément ouvert des livres. Et en plus, ça arrive tous les jours. Que s'est-il passé depuis hier dans le monde de la culture? Laurent Goumard présente Entrée libre du lundi au vendredi à 20h. À 20h? Oui, à 20h, sur France 5. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert l'équipe du docteur Brasseur, des vétérinaires équipés d'un matériel de pointe, qui se sont installés à la frontière franco-belge pour sauver des animaux malades.
Aujourd'hui, David, l'expert en nouveaux animaux de compagnie, va devoir découvrir la nature du mystérieux mâle qui menace le non moins mystérieux animal de Mademoiselle Delvigne. Quant à Diana, le chien qui est arrivé en urgence après avoir avalé un corps étranger, une seule question se pose. Pourra-t-on l'opérer ? Est-ce qu'elle peut mourir dans l'opération aussi, non? Oui. Il va falloir que vous tourniez ça dans votre tête assez rapidement parce que c'est plus qu'une urgence. Parce qu'il est possible qu'à partir du moment où l'intestin soit mort, on soit face à une péritonite et qu'on ne puisse plus opérer à ce moment-là. Ça soit trop tard. Le problème, c'est que l'opération coûte cher et monsieur et madame Fontaine ne roulent pas sur l'or. Je compte à une somme de 603 € à laquelle il faut rajouter la collerette pour pas qu'elle se lèche quand elle rentrera à la maison et les antibiotiques, évidemment, pour la suture au niveau de l'abdomen. Voilà, on arrive plus ou moins à cette somme-là. Voilà. Et ainsi, vous savez un petit peu à quoi... J'en ai fumé une et j'ai... On va réfléchir. Ah bon, j'essaye de contacter mon banquier, mais je n'arrive pas, donc... Ouais, j'attends qu'il me ressonne et après je vais donner ma bénédiction ici, quoi. Il y a des risques aussi qu'elle puisse rester dedans. Si ça a été partout. Sauve la bête, en premier. Moi, au début, c'est sauver la bête, c'est tout. Oui. Ça va, on le fait. On le fait. On l'opère. Bon. Non, moi, je veux dire, par rapport à l'écho qu'on a vu, c'est... Grave. C'est grave, mais bon, il n'y a pas... Allez, je veux dire, il n'y a pas de lieu de s'alarmer outre... On diminue les risques par l'anesthésie, par la chirurgie, par la stérilité, par tout ce que vous voulez. On va la réhydrater avant. Mais si jamais ça paraît être un désastre, bah, il vaut peut-être mieux arrêter alors à ce moment-là, tant qu'elle est anesthésiée. Donc si vraiment c'est la catastrophe et que le chien risque d'en garder des séquelles ou pas se retaper la chirurgie, on vous téléphone, vous nous dites quoi et s'il faut, on l'euthanasie sur la table, quoi. Enfin, maintenant, on va attendre dans le stress, hein, comme on dit. On va stresser, attendre un peu les nouvelles, en espérant qu'elles soient bonnes. Donc ça vaudra 603 plus la culture et les médicaments. Et ça, on vous dira après. Ça va. Mais je peux vous poser une question. Les gens qui n'ont pas d'argent et qui doivent opérer leur chien, comment est-ce que ça fonctionne alors? Il existe des associations ou des fondations en fait, qui peuvent aider alors dans ce cas-là. La pression commence à monter un petit peu. En plus, les propriétaires sont restés dans la salle d'attente. J'ouvre et puis il va falloir couper, je sais pas, le corps étranger qui est là et on retire cette portion-là. Ça va? Ouais. Tout va dépendre de la nature du corps étranger que Diana a avalé. Car selon les cas, les dégâts internes peuvent être plus ou moins graves. Si c'est une corte, ça cisaille évidemment beaucoup plus fort. Diana a de la chance. L'objet qu'elle a avalé ne semble pas être constitué d'une matière particulièrement dangereuse. Voilà, je l'ai. Je vais voir dans un quart d'heure, mais ça a l'air de bien se présenter. C'est du coton, donc ça irrite beaucoup moins la muqueuse. Donc c'est peut-être ce qui va le sauver. Hein. Ok. Diana va pouvoir rentrer chez elle, avec un souvenir impérissable. C'est un caleçon. Un caleçon.
pour un slip, c'est vrai, pour un slip 600 €, vous vous rendez compte? Ça me dérange pas, allez, je vais dire entre guillemets, de donner 600 €. Pas de cacahuètes, hein. C'est une noix. Et ça fait. Oh, Antoine! Aujourd'hui, c'est Philippe qui s'occupe d'Antoine, l'étudiant vétérinaire qui sera évalué en fin de stage. Donc ça c'est pour rechercher la fameuse gale en fait. Cette fois, Philippe lui fait passer le test du microscope. C'est une des bases en dermatologie, c'est de savoir bien regarder une lame et de savoir bien utiliser un microscope. C'est pas facile. Ça c'est une levure, en plein milieu. Beaucoup plus gros que par rapport à la bactérie. Ouais. Pour une première fois, c'est pas toujours facile de repérer les éléments, donc ce serait pas trop difficile. Je pense qu'il faut de l'habitude et puis après ça viendra. Je dirais que peut-être vers le milieu du stage, là, ce serait peut-être un peu plus strict à suivre. Pour Antoine, c'est un stage d'autant plus profitable qu'il est confronté aux cas les plus variés ou inattendus. Sur ce point, les animaux de Madame Lemarec constituent un excellent terrain d'apprentissage. Est-ce que vous avez un suivi de son poids? Pas depuis la dernière fois qu'il est venu. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait maigri. Oh, il est bien costaud encore. Oui, c'est un gros... Quel âge a-t-il celui-ci? 1 an et demi. 614 grammes. 615. Me le tenir un tout petit peu, je vais lui prendre sa température pour voir. Il va pas tellement apprécier la chose. Non, pas pleurer. Zam, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Donc ce qu'on va faire, c'est on va le replacer sous traitement antibiotique avec les 2 fameux antibiotiques qui agissent sur les problèmes de pneumonie chez le rat. Le problème avec les rats, c'est qu'ils ont une espérance de vie de seulement 3 ans. Autant dire qu'avec son petit élevage, Madame Lemarec s'occupe essentiellement d'une colonie de vieillards et d'impotents. Alors Mila, son état général est très mauvais. C'est-à-dire? Elle a perdu 200 grammes depuis qu'elle a fait son AVC. Elle a commencé à plus manger de toute façon à partir de son AVC. Donc moi je la nourris à la seringue. Elle a recommencé à manger un petit peu mieux. Bon, et pas des graines, hein. Je lui donnais du jambon, des knackis, du petit filou, du lait de soja. Enfin, je la nourris et je l'hydrate par moi-même. Okay. Malgré le gavage. Voilà, et le gavage, je ne peux lui donner qu'une fois par jour. Et en plus, c'est précis, c'est à 1h du matin. Parce que si j'essaye de lui donner en dehors de 1h du matin, elle ne prend pas, elle ne veut pas. Qu'elle ne mange qu'à 1h du matin? Oui, elle ne veut qu'à 1h du matin. Donc vous sortez vos petits filous à 1h du matin? Oui. Et depuis ce jour-là, je suis chemillée jusqu'à 2h, 3h, voire à 4h du matin avec eux. Donc, c'est Kimono. Et c'est le frère de Fugueuse, de Chouchoute, enfin de... En fait, en cage, il est avec Milor. Et j'ai jamais vu ça chez des rats, mis à part chez eux deux. Ils ont des petites balles dans leur cage et ils jouent au foot. Je les ai surpris plus d'une fois de jouer au foot. Avec les pattes avant, il y en a un de chaque côté, il se lance la balle. Et j'ai l'impression qu'il a un problème de mobilité des pattes arrière. J'ai remarqué ça hier soir. C'est là que je me suis dit qu'il n'avait pas un comportement normal. À la clinique, les rats de Madame Lemarec demeurent malgré tout des animaux assez ordinaires. Car dans le listing des clients habituels, on trouve les spécimens les plus étranges, du plus grand au plus petit et du plus commun au plus exotique. Des tortues, des haras, des serpents, des chinchillas, des lémuriens, des octodons. Ah, et Mademoiselle Delvine qui est un animal tout à fait particulier. C'est quand même important de lui donner au moins 2 bains par semaine. Bonjour Marcel. C'est le chat. Je vais la remonter pour éviter que Godzilla la voie, sinon... Elles vont se voir, mais elles vont se crêper le chignon, on va dire ça comme ça. Ça va pas lui plaire, du tout.
C'est pas un animal qu'on puisse, comme un chat ou un chien, qu'on puisse sortir, faire ses besoins. Ça n'a rien à voir. Il faut détecter dès qu'elle a une petite blessure, ça ne se voit pas. Il faut savoir à quel moment lui donner un bain. Il faut s'occuper d'elle, quoi. C'est ça le plus important. Si on ne s'occupe pas d'elle, alors elle râle et elle frappe dans le vivarium ou fait ses besoins partout, quoi. Malheureusement, Godzilla ne va pas très bien en ce moment. Pour une raison mystérieuse, elle a changé de comportement et elle perd du poids. Elle essaie plus de sortir, elle fait plus rien, elle dort toute la journée. Loulou, qu'est-ce que tu nous fais? Et vous la voyez maigrir? Elle perd du muscle au niveau du dos et au niveau de la queue. La queue. C'est trop là. Bon, allez, on va regarder un petit peu ça. Mais David n'oublie pas qu'il est le recordman en titre des blessures reçues par les membres de l'équipe. La prudence s'impose. Parce qu'ils sont quand même armés de magnifiques griffes, d'une queue qui fouette, sans parler des dents au niveau de la bouche. J'étais ouvert magnifiquement en deux par un grand mâle iguane ici au niveau de l'avant-bras, à travers un gros gant comme monsieur. Voilà, donc quand ils ont décidé de vous massacrer, ils vous massacrent. Pour manipuler un iguane en relative sécurité, il suffit de lui bander les yeux. Eh bien, rien que le fait d'occulter les yeux va la calmer. Elle va stresser beaucoup moins. En même temps, en pressant sur les yeux, on diminue sa fréquence cardiaque. Ce qui veut dire que vraiment, ça la rend dans une espèce de torpeur comme ça, et elle est beaucoup plus détendue. Ce qui permet vraiment de la manipuler plus facilement. Malgré une auscultation méticuleuse, aucune piste ne se dessine. On n'a vraiment rien de particulier comme symptôme. C'est un amaigrissement. Les travaux. Les travaux, je suis sûre que c'est ça. Et le voisin a commencé les siens. Il est en train de tout casser, donc ça vibre dans tous les sens. À chaque fois qu'elle arrête de manger... Ça va pas en s'améliorant pour le moment, parce qu'il s'est passé quelque chose. est en plein début. Alors, où on a changé de domicile, où Marcel est apparu... Marcel, c'est le chat. Et moi, le plus grand exemple que j'ai eu, c'est un iguane qui a arrêté de manger simplement parce qu'on a mis un pot de fleurs au-dessus de son terrarium. Et évidemment, avant de découvrir ça, donc ils sont très très sensibles à leur environnement. Le couple va devoir laisser Godzilla à la clinique. Ils ne la reverront que dans quelques jours, après que David ait mené des examens approfondis. On se dit que si ça continue, on va la perdre. Si vraiment là, elle ne reprend pas de la nourriture, oui, on va la perdre, c'est d'office. Et je peux pas la remplacer. C'est hors de question. Et voir le terrarium vide, c'est hors de question aussi. C'est pas possible. Lorsqu'on n'est pas soi-même propriétaire, on est toujours étonné par la force des sentiments que provoquent des animaux apparemment peu démonstratifs. À ce titre, le perroquet est un véritable champion, bien que ses modes d'expression soient en apparence limités. Jamais embrasser un perroquet. Je ne fais que ça. Ne le laissez pas sortir. Je peux pas. Si Gisèle ne vole pas, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que moi, je lui donne des microbes? Évidemment. Aïe. Oui, oui. Viens faire un câlin, tu mets pas la bière. Oh, on peut faire des bisous des fois. Mon Dieu, comment je vais me déshabituer de ça? Ah, ça, je ne sais pas. Madame Scolar, elle, s'inquiète beaucoup pour le jeune perroquet du Gabon qu'elle vient d'adopter. Il a un petit souci du côté du plumage, mais c'est un poids tout à fait normal. Pour un Gabonais, vous ne trouverez jamais un Gabonais plus gros que ça. Grâce aux soins réguliers prescrits par Guy, le jeune perroquet se remplume peu à peu. Entre lui et sa propriétaire, c'est aussi une belle histoire d'amour. Trop contente. Il est vraiment d'une gentillesse. C'est surprenant, on croirait que ça pince et non, c'est... Des petits loups, tu fais des petits bisous. Et il ne vous quitte pas même en voiture? Non, on se promène en voiture, on va en conteneur, on va partout. Seule limite imposée par Madame Scolar, c'est elle qui conduit la voiture. Ah, il n'est pas stressé du tout. Un maximum que je peux le prendre avec, je le prends.
On va partout, conteneurs, carwash, partout. Dans les magasins. Attention, tu ne peux pas tomber. Hein. Non, non, tu viens là. Tu ne peux pas venir là. Tu viens gratter tête un petit peu? C'est pas évident, hein. Il reste pas beaucoup tranquille. Hein. C'est pour ça que je le mets rarement là quand je roule. Il est plus en sécurité là en haut. Ses ongles se mettent dans le siège. Hein. Il y a plus d'adhérence. Eh oui, t'as raison, chef. Ouais. Ce perroquet tient beaucoup de place dans la vie de Madame Scolar. Mais elle parle très bien des raisons profondes de cette affection débordante. Ouais, puis ça me donne une raison de vivre. Parce que bon, mes filles, j'ai des enfants, mais bon, ils finiront par quitter le nid. Comme tous les oiseaux d'ailleurs. On va aller casser la graine? T'as envie? Et Maud, y a Guy qui m'a donné des petites photos là, il paraît qu'il y a un site et qu'il faudrait les mettre dessus. Tiens, oui. Je donne la carte. C'est plus toi qui gères le site là pour l'instant. Oui, c'est un peu mon rôle d'étoffer un maximum le site, remettre à jour et tout ça. Maud qui crée une page Facebook pour la clinique. Elle met le nom de tout le monde. Il y a Philippe, au lieu de mettre Philippe, elle met Phil Pipe. Maud est la dernière arrivée dans l'équipe. Aujourd'hui, elle va opérer un chien qui a un œil crevé. L'occasion pour elle de montrer ce qu'elle sait faire. Vous allez opérer seule? Oui, je pense. Pour intégrer l'équipe, Guy lui a demandé de reprendre des études pour se spécialiser en ophtalmologie. Et pour lui, elle est encore à l'essai. Je vais me faire tout petit. Je vais vraiment la laisser faire, mais je suis là. J'ai un œil dessus. Et si on devait avoir la moindre difficulté, je peux intervenir ou lui dire, ou lui conseiller une ligne de conduite, quoi. Il y a un problème dans ça? Non, j'ai pas besoin en fait. Vous voyez vraiment un grillage comme ça et comme ça, avec du filet résorbable. De manière à ce que le paupière ne sache pas reculer, qu'il n'y ait pas le creux disgracieux qu'il y a parfois. Bon. Et on n'a pas de réaction Non, au contraire, ils disent qu'il y en a moins, parce qu'il y a moins d'adhérence et moins d'abcès qui se forment grâce à ça. Bah, tu vas prendre quelque chose. En poursuivant ses examens sur Godzilla, David a découvert un liquide dans son ventre. Donc ici, on a deux grandes possibilités qui se détachent du liquide comme ça. Soit on a un énorme problème hépatique, soit on a un problème cardiaque. Soit c'est une maladie cardiaque primaire, donc c'est l'âge qui fait ça. C'est très fréquent chez les chats. Soit c'est le cœur doit, à chaque fois qu'il se contracte, lutter contre une résistance. Et la résistance, la plus fréquente, c'est un problème de rein. Donc on peut partir de quelque chose à la limite de pas trop grave jusqu'à quelque chose de très grave. C'est un vrai grand écart au niveau diagnostic. Donc j'ose pas trop vous dire quoi que ce soit maintenant puisque ça va dépendre de la prise de sang. C'est pas la première fois qu'elle arrête de manger, donc je m'étais dit bon, on va essayer de la retaper et en fin de compte c'est plus grave, quoi. C'est ça le pire. Voilà. Le pire c'est de l'annonce à mon compagnon. J'espère de tout cœur que ça sera pas trop mauvais à la prise de sang. Rapidement, David va devoir imaginer un traitement et un programme alimentaire pour tenter de ralentir ou de stopper la maladie. C'est un iguane qui fait approximativement 2 kilos. Donc c'est un animal en état de détresse. Donc tu considères qu'il est à 2 ou 3 SMR, donc ce sont les besoins quotidiens. Donc en kilocalories exprimés par jour. Donc ici, cet iguane-là, pour qu'on essaie de lui faire prendre du poids, il a besoin entre 600 et 900 kilocalories par jour. Et 100 millilitres normal. Voilà. Ok. Ça va? Ouais. Est-ce qu'il me serait possible de discuter avec le pharmacien, s'il vous plaît? J'ai une requête un peu spéciale à vous demander. Voilà, j'aurais besoin d'un médicament à usage cardiaque pour un iguane. Et je vous enverrai l'ordonnance par fax. Super, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Les drôles de chiens que ce minuscule Yorkshire menace de dévorer sont des charpets. Un cauchemar pour les vétérinaires. Bon, bah, tout se passe bien. Hein.
C'est un chien qui nous donne pas mal de soucis. Donc ici, il commence sa vie avec une rectification des paupières. La paupière supérieure, elle rentre à l'intérieur, mais les cils sont là. Autrement dit, les cils commencent à frotter sur la cornée. On a un ulcère, une érosion, un ulcère, et puis il y a évidemment un risque de perforation complète. Et puis, regardez un petit peu les petites oreilles. C'est vraiment des petites oreilles toutes raclapotées. On dirait qu'elles ont déjà subi une catastrophe. Elles sont mal ventilées, elles sont croquées. Évidemment, ça respire très mal là, à l'intérieur. Donc, si ce sont des chiens sympathiques à regarder, je dirais que sur le plan médical, ce sont des petits musées pathologiques. Hein. Avec la peau d'un charpet, on pourrait faire 2 chiens complets. Si je le laisse aller, on cherche après ses yeux, on a l'impression que c'est un chien sans yeux, rempli de plis comme ça. Hein. Ah ben, il en faudrait du botox pour retendre tout ça, hein, parce que au moins maintenant il voit clair. Les propriétaires de l'iguane sont revenus. Et en quelques jours, l'équipe a obtenu des résultats qui semblent encourageants. Donc j'ai pris la dose qui a été utilisée et maintenant on est au stade où on va essayer de la nourrir plus pour qu'elle reprenne des forces. Et on va voir un petit peu à quelle vitesse réapparaît le liquide, comment elle répond aux médicaments. Est-ce qu'il faut que je donne un diurétique? Parce que tu sais que les diurétiques chez eux, c'est toujours très, très bancal. Donc voilà, on en est là. Elle a grossi ici de 150 grammes. Et dans 10 jours, on vérifiera si c'est vraiment du poids qu'elle a pris ou du liquide. Le traitement sera vraisemblablement un traitement à vie. En attendant, Godzilla a retrouvé un peu de vivacité, ce qui réjouit tout le monde à la maison. Sauf peut-être le chat Marcel. Non loin de la clinique, la campagne vibre d'une rumeur de jungle. C'est le parc Paradisio, un parc animalier où Guy Brasseur et son équipe interviennent souvent. Régulièrement, pour éviter tout risque d'infection ou d'épidémie, Guy vient prélever quelques spécimens pour procéder à des dépistages. Moi, ce que je te propose, c'est d'en prendre encore un aujourd'hui. Ce sera le 5e. Ouais. On fait un examen complet, voir au point de vue salmonellose et parasitaire, s'il n'y a rien du tout. Je le garde 48 heures. On fait les recherches, les analyses. On va le prendre? Oui, ok, on y va. Voilà. Le voilà enfermé. Aujourd'hui, Guy ramène un lémurien et un singe saïmiri. On est parti. Oui. À demain ou après-demain. À la clinique, tout le monde est ravi lorsque des pensionnaires du parc débarquent. Évidemment, il faut consoler Coco, qui est un peu jaloux. Bonjour Coco. Mais on se disputerait presque pour être sur les rangs au moment des examens. Les manipulations sont plus délicates car ces animaux-là sont sauvages. Et dans certains cas, très sauvages. Bon, regarde, une tire à la main pour m'endormir. Ouais, moi j'adore. La toute première fois qu'on en a eu un en hospitalisation, on avait oublié que ça avait des doigts. On n'avait pas du tout pensé. Et il ouvrait sa cage et machin, tranquille quoi. Il venait manger avec nous. Et nous on avait complètement zappé que ça avait des doigts et ça prenait tout.
examen, tous ces animaux sont en bonne santé. Pour chacun d'eux, après avoir été prélevés et manipulés par les hommes, la question du retour parmi leurs congénères sera la plus délicate. Comment se passera le retour des animaux sauvages que la clinique va devoir rendre au parc Paradisio après les avoir examinés? Bob, le python de Monsieur Lopez, a-t-il contracté une maladie dangereuse pour sa santé? Et surtout, Monsieur Lopez peut-il conserver son serpent sans courir de danger pour lui-même et son entourage? Fréquente la mort depuis trop longtemps. Il a connu l'odeur des cadavres, bien avant celle des femmes. Toi aussi, tu vas savoir ce qu'est l'enfer quand tu te retrouveras tout seul. Après avoir fait tuer tous tes amis. Napoléon, 3e épisode, ce soir à 20h35 sur France 5.